La salle de bal scintillait de lumières de cristal et de rires polis, mais elle se tenait là, se sentant invisible. Sa main reposait sur son épaule comme une revendication, non un réconfort, la guidant d'un donateur à l'autre, comme si elle faisait partie du décor. Quand elle parlait, il l'interrompait. Quand elle souriait, c'était pour le protéger. Puis son fils tira sur l'ourlette de sa robe. Sa voix était à peine un souffle. « Maman, papa a une maîtresse. Je les ai entendus. Ils vont prendre tout ton argent. » Son cœur s'arrêta, mais son visage ne changea pas. De l'autre côté de la pièce, son mari riait bruyamment, confiant, puissant, agissant déjà comme un homme qui avait gagné. Quelques instants plus tard, il se pencha et murmura un ordre déguisé en blague, lui rappelant qui contrôlait les comptes, la narration, la pièce. Le garçon glissa quelque chose dans sa paume. Petit, ordinaire, facile à manquer. Elle referma ses doigts autour sans regarder. Pas de larmes, pas de scène, juste une tranquille compréhension que tout ce qu'elle croyait solide avait déjà été tourné contre elle et que c'était le moment où elle cessa d'être inconsciente. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est en ce moment dans votre ville. Et si des histoires de force, de justice et de retour silencieux vous parlent, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce qui se passe ensuite. Au moment où le gala de charité se termina, elle avait maîtrisé l'art de partir sans être remarquée. Elle sourit quand Requis remercia. L'hôte accepta les éloges destinés à son mari et se laissa guider comme un accessoire bien habillé. Ce n'est que lorsque la portière de la voiture se ferma et que la lumière de la ville glissa sur le pare-brise qu'elle ouvrit enfin sa main. Dans sa pochette se trouvait une carte clé d'hôtel. Pas de logo, pas de nom, juste une carte blanche unie, chaude d'avoir été cachée trop longtemps, portant un parfum qu'elle ne reconnaissait pas, mais n'oublierait jamais. Elle la glissa dans son sac et leva les yeux. Son mari remplit le trajet de retour de plaintes de bruit à propos des blagues de donateurs aux dépens des autres histoires, qui le centraient comme l'homme le plus intelligent de chaque pièce. À un feu rouge, il la regarda. « Tu étais silencieuse ce soir, dit-il. Ne me dis pas que tu es contrariée. Je suis juste fatigué, répondit-elle. Il sourit, soulagé. Tu penses toujours trop. À la maison, le système de sécurité gazouilla alors que la porte se fermait derrière eux. Il avait insisté sur les caméras il y a des mois, l'appelant protection. Elle le comprenait maintenant comme surveillance. Elle aida leur fils à se laver, lui lut une courte histoire et resta jusqu'à ce que sa respiration ralentisse. Quand elle se pencha, sa voix était à peine audible. « Ton père t'a vu me donner ça? » Le garçon secoua la tête. Il était occupé. Il parlait à la dame. Sa poitrine se serra, mais son ton resta stable. « Tu n'as rien fait de mal, mais à partir de maintenant, si tu entends des adultes parler d'argent ou de plans, tu ne le répètes à la personne. Tu viens toujours me voir. » Il hocha la tête, les yeux écarquillés, pourtant un poids qu'aucun enfant ne devrait connaître. Plus tard, seule dans la chambre, elle chercha son téléphone. Le Wi-Fi ne se connectait pas. Un message apparut. Accès restreint. Elle essaya l'application bancaire partagée. Verrouillée. Aucune alerte. Aucune explication. La réalisation vint tranquillement. Cela n'avait pas commencé ce soir. Ce soir, c'était simplement quand elle n'était plus censée être incluse. Au cours des jours suivants, elle cessa de réagir et commença à observer. Son mari prenait tous les appels dehors. Les emails de son assistante ne la copiaient plus. La newsletter de la Fondation familiale arriva avec son nom retiré de la liste du conseil. Une carte de crédit conjointe signala un examen temporaire qu'elle n'avait pas demandé. Au petit déjeuner un matin, il plaça un document devant elle. « Juste un nettoyage administratif, » dit-il légèrement. « Mon avocat s'en est occupé. » Elle scanna la première page sans chercher le stylo. Le langage était efficace, irréversible et conçu pour paraître inoffensif. « J'aurai besoin de temps pour examiner cela, dit-elle.
Son expression se crispa pendant une fraction de seconde. Il n'y a rien à examiner, alors il n'y a pas d'urgence. Cette nuit-là, elle ne toucha pas son téléphone. Elle ne fouilla pas les tiroirs. Elle savait à quelle vitesse la suspicion pouvait devenir accusation. Au lieu de cela, elle se connecta à un ancien compte email qu'elle n'avait pas utilisé depuis avant le mariage. Enfouie dans la boîte de réception se trouvait une notification qu'elle avait manquée des mois plus tôt. Une règle de transfert avait été créée, des relevés redirigés, des alertes coupées. Elle rétablit tout, sauvegardant des copies sur un petit disque crypté caché à l'intérieur d'un livre à couverture rigide que son mari avait une fois raillé et jamais rouvert. Les chiffres racontaient une histoire qu'il n'avait jamais racontée. Des fonds transférés via des comptes superposés, des actifs déplacés dans des fiducies qu'elle n'avait jamais autorisés, une propriété vendue, une autre achetée sous un nom de société qu'elle reconnut immédiatement. Elle portait ses initiales. 2 jours plus tard, elle prétendit avoir un rendez-vous chez le dentiste et se rendit plutôt en centre-ville. Le cabinet d'avocats était modeste et délibérément quelconque. Elle donna à la réceptionniste son nom de jeune fille. « J'ai besoin de conseils pour protéger mon enfant et mes finances », dit-elle discrètement. L'avocat écouta sans interruption. Quand elle eut fini, il croisa les mains. « S'il dépose le dossier en premier, dit-il, vous pourriez être exclu de tout en 24 heures. Et mon fils, cela dépend de la préparation. » Hocha-t-elle la tête. « Alors nous n'attendons pas. » À la maison, la pression augmenta. Son mari commença à documenter son comportement. Il la corrigeait devant leur fils. Il suggéra une thérapie, puis en plaisanta avec des amis. Il lui rappela souvent et calmement qu'il connaissait des gens partout qui comptaient. « Tu ne survivrais pas à ça toute seule, » lui dit-il un soir. Elle ne discuta pas. Elle prépara. Elle copia des documents, photographia des passeports, ouvrit un petit compte personnel peu susceptible de déclencher des alertes. Elle enseigna à son fils un jeu qui servait aussi de plan de sécurité. Qui appeler, où attendre, quoi ne pas dire. Un après-midi, en pliant le linge, elle trouva un reçu dans la poche de sa veste, l'hôtel, la même date que le gala, le numéro de chambre imprimé clairement en bas. Ses mains restèrent instables. Elle le remit exactement là où il avait été et finit de plier. Ce soir-là, il annonça un voyage d'affaires. Elle sourit. « Bon voyage. » Quand la maison devint silencieuse, elle étala tout sur la table de la cuisine. Relevé, email, la carte clé, le reçu. L'image n'était plus floue. Ce n'était pas une liaison, c'était un plan. Et pour la première fois depuis que son fils avait murmuré la vérité, elle fit une promesse non de colère, non d'exposition, mais de précision. Il croyait qu'elle n'était pas préparée. Ils avaient tort. Elle comprenait une chose clairement maintenant. La panique serait utilisée contre elle, alors elle la retira de l'équation. Le matin suivant l'annonce de son voyage d'affaires, elle se comporta exactement comme prévu. Elle fit sa valise. Elle lui rappela une réunion qu'il prétendait oublier. Elle l'embrassa sur la joue et lui souhaita bonne chance. Les caméras de sécurité enregistrèrent une femme calme, coopérative et composée. La porte se ferma derrière lui. La maison expira. Elle attendit 30 minutes complètes avant de bouger. Sa première étape ne fut pas de l'enquêter, mais de s'auditer elle-même quel système lui appartenait encore. Quel accès restait intact? Elle vérifia les paramètres de son téléphone et confirma ce qu'elle soupçonnait. Les contrôles parentaux avaient été étendus à son profil. Suivi de localisation actif. Permission d'application restreinte. Il ne planifiait pas seulement un divorce. Il construisait un dossier. Elle laissa son téléphone sur le comptoir de la cuisine, allumé, localisation stable. Puis elle prit les clés de rechange du tiroir et conduisit son fils à l'école en utilisant la vieille voiture qu'il remarquait rarement. En chemin, elle garda sa voix neutre, son ton léger. « Rappelle-toi les règles, » dit-elle. « Si quelqu'un te pose des questions sur maman, qu'est-ce que tu dis que je ne sais pas? » Il répondit, « Et je te dis. »
Elle sourit. Exactement. Une fois qu'il fut en sécurité, elle alla quelque part qu'elle n'avait pas visité depuis des années, une bibliothèque publique de l'autre côté de la ville. Pas de caméra, pas de réseau partagé. Elle se connecta à un ordinateur en utilisant un email alias et commença à reconstruire des chronologies. Les transferts s'alignaient avec les voyages d'affaires, de nouvelles sociétés enregistrées des semaines avant l'escalade des disputes conjugales. Des consultations juridiques programmées les jours où il cherchait des querelles à la maison. Le schéma était discipliné, répété. Quelqu'un l'avait coaché. Son téléphone vibra. Un message de lui, décontracté et calculé. « Je viens d'atterrir. Tout va bien à la maison. » Elle attendit 5 minutes avant de répondre. « Tout va bien. Prends soin de toi. » Puis elle éteignit le téléphone. Dans l'après-midi, elle avait identifié 3 points de pression. Un financier, un légal et un émotionnel. L'émotionnel impliquait leur fils et elle ne permettrait pas qu'il soit exploité. Elle le chercha tôt ce jour-là et l'emmena manger une glace. Il s'assit en dehors, le soleil bas, les gens passant. Elle parla doucement mais précisément. « Si papa te pose des questions sur maman, dit-elle, ou si quelqu'un d'autre le fait, tu ne réponds pas. Tu dis que tu veux que maman soit là. Et s'il se fâche, demanda-t-il. « Alors maman s'en occupe, répondit-elle. C'est mon travail. » À la maison ce soir-là, elle reçut un email d'un cabinet de thérapeute qu'elle n'avait jamais contacté, confirmant un rendez-vous d'admission pour la semaine suivante. La source de référence était son mari. Elle le transmit immédiatement à son avocat. L'escalade fut plus rapide qu'elle ne l'avait prévu. 2 jours plus tard, son mari revint de façon inattendue. Aucune alerte, aucune explication. Elle le trouva debout dans le salon, téléphone levé, non pas en train de filmer, mais prêt. « Tu ne répondais pas, » dit-il. « Je me suis inquiété. J'étais occupé, » répondit-elle d'un ton égal. Il balaya la pièce du regard, ses yeux s'attardant sur la table de la cuisine, les bibliothèques, le couloir. « Tu sembles différente, » dit-il, détaché. « Je suis concentré, » répondit-elle. Cette nuit-là, il poussa. Pas physiquement, jamais ça. Il remit en question sa mémoire, suggéra qu'elle avait été émotive dernièrement. Mentionna à nouveau la thérapie, cette fois avec une préoccupation soigneusement répétée. « Tu ne penses pas clairement, dit-il, et cela affecte notre enfant. » Elle rencontra son regard. « Si tu es inquiet pour notre enfant, nous pouvons en discuter avec un médiateur présent. » Le mot atterrit, médiateur. Il sourit, mince et contrôlé. « Tu ne me fais pas confiance, je fais confiance au processus, » répondit-elle. Il dormit sur le canapé cette nuit-là. Le lendemain matin, elle remarqua une voiture de patrouille garée de l'autre côté de la rue plus longtemps que nécessaire. Elle remarqua une voisine à qui elle n'avait jamais parlé observant son allée. Elle remarqua la façon dont l'assistante de son mari demanda soudainement des copies de documents qu'elle avait déjà fournis il y a des années. Elle documenta tout, date, heure, témoin. Son avocat conseilla une démarche stratégique. Déposer une motion préliminaire pour protéger l'accès aux fonds et établir un dossier de contrôle coercitif avant qu'il ne puisse la faire passer pour instable. Ils déposèrent le dossier discrètement. La réponse fut bruyante. Son mari l'accusa de paranoïa, prétendit qu'elle thésaurisait de l'argent, sous-entendit qu'elle manipulait leur fils. Son avocat demanda des évaluations d'urgence et des restrictions temporaires pour la sécurité. Le juge rejeta la demande d'urgence, mais ordonna une audience. Le compte à rebours commença. En préparation, elle rassembla des déclarations d'enseignants, de gardiens et d'un pédiatre qui avait vu son fils régulièrement pendant des années. Stable, en bonne santé, en sécurité, aucun signe avant-coureur. Pendant ce temps, la comptabilité judiciaire révéla autre chose. La société écran liée au reçu d'hôtel ne détenait pas seulement des actifs. Elle absorbait des fonds conjoints en violation du devoir fiduciaire. Cela franchissait d'une ligne. Confronté par son propre avocat, son mari nia toute connaissance, accusa un comptable,
suggéra une erreur administrative, mais les emails racontaient une autre histoire. Elle le regarda se désagréger lentement, subtilement. Son charme s'aiguisa, sa patience s'amenuisa. Il commença à glisser, à élever la voix, à se contredire, à pousser trop fort. À un moment donné, lors d'un échange enregistré, il dit quelque chose qu'il ne pouvait pas reprendre. « Tu n'as rien à décider », claqua-t-il. « C'est moi, c'est comme ça que ça marche. » Elle ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin. Lors de l'audience, elle ne parla que lorsqu'on lui demanda. Pas d'accusation, pas d'émotion. Son avocat présenta la chronologie. Le juge écouta. La décision fut étroite, mais critique. Accès temporaire aux fonds rétablis, prise de décision partagée requise et un avertissement émis contre des actions unilatérales. Son mari regarda droit devant lui, la mâchoire serrée. En dehors de la salle d'audience, il se pencha et murmura « Ce n'est pas fini ». Elle le regarda calmement. « Je sais ». Cette nuit-là, après que son fils se fut endormi, elle examina à nouveau les preuves. Une pièce restait non résolue. Le lien entre son mari et la femme du gala. Elle avait la carte clé, le reçu, les dettes. Ce dont elle avait besoin maintenant, c'était l'intention, et l'intention laisse toujours une trace. Elle ferma son ordinateur portable, planifiant déjà la prochaine étape. Non pas pour le détruire, mais pour mettre fin à son contrôle complètement. La première règle que son avocat lui donna était simple. Ne jamais bouger plus vite que les preuves. Alors, elle ralentit tout, s'éclaircit la gorge. Extérieurement, la vie continua comme si rien n'avait craqué. Elle préparait les déjeuners scolaires. Elle répondait aux emails de la Fondation avec des retards polis. Elle assista à un événement public à côté de son mari et le laissa poser sa main sur son dos pour les caméras. Il croyait que le calme signifiait la conformité. En privé, elle se fortifia. L'avocat lui présenta un expert comptable judiciaire qui parlait en phrases calmes et posait des questions précises. Ensemble, ils cartographièrent l'argent, non pas émotionnellement, mais mécaniquement. Chaque transfert était traité comme une décision. Chaque décision avait un motif. Chaque motif indiquait une intention. Ce qui émergea n'était pas le chaos. C'était une chorégraphie. Les fonds conjoints étaient siphonnés en des montants juste assez petits pour éviter les alertes internes. La société écran les absorbait, puis redirigeait l'argent vers des actifs protégés des revendications matrimoniales. C'était élégant, c'était illégal. Pourtant, elle n'agit pas parce que la deuxième règle était encore plus importante, protéger l'enfant avant de confronter le prédateur. Elle demanda un entretien privé avec la conseillère scolaire de son fils, n'apportant aucune accusation, seulement de la documentation, des relevés de présence, des notes médicales, une déclaration écrite décrivant ses préoccupations sans attribuer de blâme. La conseillère écouta, hocha la tête et accepta d'observer discrètement. À la maison, elle ajusta les routines. Les heures de ramassage changèrent. Les gardiens furent remplacés par ceux qu'elle choisit. Elle créa un emploi du temps écrit et le partagea avec son avocat. La prévisibilité était une protection. Son mari le remarqua. « Tu fais de la micro-gestion, dit-il un soir, la regardant écrire dans un agenda. « Tu n'as jamais été comme ça. »« Je suis responsable, » répondit-elle. Il rit doucement. « Ce n'est pas la même chose. » 2 jours plus tard, une lettre arriva de son avocat demandant de nouvelles déclarations financières de sa part. Le ton était coopératif. L'intention ne l'était pas. Elle la transmit à son avocat sans commentaire. Cette nuit-là, elle vérifia le détecteur de fumée dans le couloir et remarqua qu'il avait été repositionné, légèrement incliné, neuf. Elle ne le toucha pas. Au lieu de cela, elle commanda une inspection professionnelle pour l'entretien et documenta la demande. Le technicien confirma plus tard que l'appareil avait été trafiqué. Aucune composante audio trouvée, mais la tentative importait. Le contrôle recherche la visibilité. Elle remarqua aussi autre chose. Son mari avait commencé à fabriquer des témoins.
Des amis passaient inopinément. Les conversations étaient dirigées. Des questions étaient usées avec une préoccupation répétée. « Elle semble dépassée », dit une femme à portée de voix. « Est-ce qu'elle va bien ?» répondit son mari avec un soupir. « J'essaie de l'aider. » La performance était transparente maintenant, alors elle créa son propre dossier. Elle installa une application de journalisation personnelle protégée par accès biométrique et documenta chaque interaction, ton, langage, contexte. Pas d'interprétation, seulement des faits. Elle traita sa propre vie comme un dossier. Quand son mari suggéra à nouveau la thérapie de couple, elle accepta à une condition. « Un médiateur agréé, dit-elle, choisi conjointement. » Il hésita. « Pourquoi faire intervenir des avocats là-dedans? »« Parce que nous y sommes déjà, » répondit-elle. La séance du médiateur fut brève et révélatrice. Son mari parla la majeure partie du temps, se présentant comme patient et accablé. Quand le médiateur lui demanda de répondre, elle ne dit que ceci. « Je veux de la transparence, une prise de décision partagée et des limites concernant les finances et notre enfant. » Le médiateur hocha la tête. Son mari fronça les sourcils. Ensuite, dans la voiture, il ne dit rien. À la maison, il claqua une porte assez fort pour faire trembler un cadre. L'escalade qu'elle avait anticipée arriva la semaine suivante. Elle reçut un avis formel que son mari avait l'intention de demander la séparation et de rechercher un contrôle financier temporaire dans l'intérêt de la stabilité. Le langage était prudent, l'implication était claire. S'il déposait le dossier en premier, il contrôlerait le récit. Elle n'attendit pas. Cet après-midi-là, son avocat déposa une motion de protection décrivant les préoccupations de coercition financière et de transfert d'actifs unilatéraux. Ce n'était pas une accusation. C'était un avertissement structuré, retenu et étayé par des preuves préliminaires. La réponse fut immédiate et furieuse. Son mari la confronta dans la cuisine, la voix basse et tranchante. « Tu as agi derrière mon dos, dit-il. »« J'ai suivi la loi, répondit-elle. Tu essayes de me faire passer pour une criminelle. Tu le fais toi-même. » Son visage se durcit. « Tu te crois plus intelligente que moi? Je pense que je suis préparé. » Il se pencha plus près. « Tu ne comprends pas ce que tu commences. » Elle soutint son regard. « Je comprends exactement. » Cette nuit-là, il ne rentra pas à la maison. Le lendemain matin, elle apprit pourquoi. Une ordonnance temporaire avait été émise. Aucune des parties ne pouvait déplacer des actifs sans divulgation. Les institutions financières furent informées, les comptes signalés. Le flux s'arrêta. Son expert comptable, judiciaire, l'appela avec la mise à jour. Ils ont gelé les canaux. Il a dit qu'il ne peut rien déplacer sans déclencher un examen. Elle ferma les yeux, non pas de soulagement, mais de concentration. Avec l'argent en pause, la prochaine étape serait émotionnelle. Elle avait raison. Son mari tenta la réconciliation. Des fleurs arrivèrent, les messages s'adoucirent, des excuses apparurent soigneusement formulées. « Je ne veux pas que cela fasse du mal à notre fils », écrivit-il. « Repartons à zéro », elle répondit une fois. Toute communication par l'intermédiaire du conseiller. Puis vinrent les menaces. « Je me battrai pour la garde totale », dit-il lors d'un échange enregistré. « Tu ne veux pas ça. Je veux ce qui est légal », répondit-elle. « Tu le regretteras », elle ne répondit pas. À la sortie de l'école cet après-midi-là, son fils courut vers elle en serrant un dessin. Une maison, 2 bonnes chums. Papa a dit que nous pourrions déménager. Il dit doucement, son estomac se serra. « A-t-il dit ou non ?» répondit le garçon. « Il a dit que ça dépend de toi. » C'était de la limite. Elle contacta immédiatement son avocat et déposa une motion d'urgence concernant l'ingérence parentale. La conseillère scolaire soumit une note d'observation. Le pédiatre fournit une déclaration. Le juge répondit en quelques heures. Une ordonnance temporaire interdisant aux 2 parents de discuter des issues de la garde avec l'enfant. Son mari franchit une autre limite. Ce soir-là, elle s'assit seule à la table de la cuisine et étala tout à nouveau. Les documents, les chronologies,
la petite carte-clé d'Hôtel Blanche. Elle s'était concentrée si longtemps sur l'argent et l'enfant qu'elle avait presque manqué la dernière pièce. La femme, non pas comme une arrivante, mais comme un lien. Elle passa en revue les photos du gala postées en ligne, les visages en arrière-plan, les listes d'invités, les noms des donateurs. Puis elle le vit. La femme n'était pas étrangère à la fondation. Elle avait assisté à 2 événements auparavant, listée comme consultante, et son domaine d'email correspondait au contact d'enregistrement de la société Écran. L'affaire était réelle, mais elle était aussi opérationnelle. Elle ferma lentement le dossier, comprenant déjà ce que cela signifiait. La phase suivante ne serait pas défensive. Elle serait chirurgicale. Elle ne le confronta pas. C'était l'erreur qu'il s'attendait à ce qu'elle fasse. Une éruption émotionnelle qu'il pourrait enregistrer, recadrer et utiliser comme arme. Au lieu de cela, elle ajusta sa posture et son rythme. Si c'était un échiquier, elle n'annoncerait pas ses mouvements. La première couche de sa stratégie était la tromperie par le calme. Elle répondit à ses messages poliment mais brièvement. Elle cessa de refuser ses appels et commença à y répondre en mode haut-parleur, toujours à portée d'oreille des autres. Elle le laissa croire que les dépôts légaux l'avaient ébranlé, que la pression fonctionnait. « Tu as l'air épuisé », remarqua-t-il un matin en la regardant verser du café. « Je le suis », dit-elle honnêtement. « C'est beaucoup. » Il s'adoucit. « Alors laisse-moi m'en occuper. Je l'ai toujours fait. » Elle baissa les yeux juste assez. « Je sais. » Ce qu'il interpréta comme une reddition était en fait du temps. En coulisses, elle construisait un pare-feu. Un juridique, un financier, un personnel. Son avocat l'aida à ouvrir un compte protégé structuré spécifiquement pour les frais de litige et les besoins liés à l'enfant. Les fonds étaient modestes, transparents et entièrement légaux, assez pour lui donner l'indépendance sans déclencher d'accusations de dissimulation. Son expert comptable judiciaire continua à retracer discrètement l'activité de la société Écran au-delà de la surface. Ce qu'ils trouvèrent confirma sa certitude croissante. Les transferts étaient coordonnés avec une deuxième personne. Quelqu'un qui avait accès à la fois au calendrier professionnel et personnel. La femme du gala, non pas une maîtresse agissant par impulsion, mais une collaboratrice intégrée avec intention. Pourtant, le comptable recommanda la patience. « Nous avons besoin d'une confirmation, dit-il. Quelque chose qui lie l'instruction à l'exécution. » Intention, ce mot encore. Pendant ce temps, la pression émotionnelle s'intensifia. Son mari commença à se positionner comme le parent raisonnable. Il se porta volontaire pour les évaluations scolaires. Il parlait chaleureusement aux enseignants. Il s'assura que d'autres parents le voient prendre leur fils tôt, souriant, attentif. À la maison, il changea de tactique. « J'ai lu sur les séparations très conflictuelles, » dit-il un soir, faisant défiler son téléphone. « Ils disent que les enfants souffrent de plus quand un parent refuse de coopérer. » Elle le regarda fixement. « Alors la coopération devrait être mutuelle. » Il sourit finement. « Exactement. » Plus tard cette nuit-là, elle reçut un email d'une amie de la famille, quelqu'un à qui elle n'avait pas parlé depuis des mois, exprimant son inquiétude et offrant de parler si les choses semblaient accablantes. Le message reprenait des phrases que son mari avait utilisées presque mot pour mot. Elle l'ajouta à ses dossiers. La deuxième couche de sa stratégie était la protection par la structure. Elle révisa l'emploi du temps de son fils, de sorte que les transitions se fassent à l'école ou dans des lieux publics. Elle ne communiqua les changements que par écrit. Elle documenta les réactions. La prévisibilité réduisait les opportunités de manipulation. Elle enseigna également quelque chose de nouveau à son fils. Non pas la peur, mais le langage. « Si quelqu'un te pose des questions qui te mettent mal à l'aise, dit-elle gentiment, tu peux dire « Je ne veux pas parler de ça sans ma maman. » Ce n'est pas impoli, c'est fort. Il pratiqua la phrase jusqu'à ce qu'elle lui semble naturelle. La troisième couche, la plus délicate, était l'observation.
Elle observa la femme à distance grâce aux registres publics et aux empreintes numériques qui ne nécessitaient aucune intrusion. Elle apprit les schémas où elle apparaissait, avec qui elle travaillait, comment elle se présentait. La femme était prudente, mais pas invisible. Un après-midi, en examinant des emails de la Fondation, elle trouva un fil de discussion qu'elle avait négligé. Une mise à jour interne d'il y a des mois annonçant une consultante temporaire recrutée pour optimiser l'alignement des actifs. Le nom correspondait. Son mari avait introduit la femme dans leur orbite professionnelle avant que l'affaire ne devienne personnelle. Ce soir-là, il rentra à la maison plus tard que d'habitude, irrité. « Les comptes sont toujours gelés, dit-il. C'est ridicule. La transparence fait généralement cet effet, répondit-elle. Il la regarda attentivement. « Tu apprécies ça? »« Non, dit-elle. Je le supporte. » Il rit sans humour. « Tu penses que tu es en sécurité parce que tu es silencieuse. » Elle rencontra son regard. « Je pense que je suis en sécurité parce que je suis légale. » Pour la première fois, l'incertitude traversa son visage. Le développement suivant vint de manière inattendue. Son expert comptable judiciaire demanda une réunion urgente mais prudente. Quand elle arriva, il plaça un dossier devant elle. « Nous avons trouvé un témoin, dit-il, indirect mais crédible. Une ancienne contractante administrative avait traité les factures de la société Écran. Elle se souvenait des instructions de son mari, des emails clairement envoyés tard le soir, formulés comme des suggestions suivies d'appels soulignant l'urgence. La contractante était prête à fournir une déclaration sous serment. Elle ne témoignera pas sans assignation, dit le comptable, mais ses dossiers sont propres. C'était la confirmation dont ils avaient besoin. Pourtant, son avocat conseilla la retenue. Si nous agissons trop tôt, ils fermeront tout. Nous les laissons penser que le pire est derrière eux. Alors, elle fit quelque chose de contre-intuitif. Elle accepta un dîner de famille conjoint. Son mari fut surpris. Content. « Je savais que tu changerais d'avis, dit-il. » Le dîner fut civil, presque chaleureux. Il parla de l'avenir de leur fils. Il mentionna des voyages qu'il pourrait me faire. Il s'excusa même vaguement de l'escalade des choses. Elle écouta. À un moment donné, il se pencha. « Nous n'avons pas besoin d'impliquer des étrangers, murmura-t-il. Nous pouvons gérer cela en privé. » Elle sourit faiblement. « Certaines choses ne nous appartiennent pas à nous seuls. » Plus tard, en débarrassant les assiettes, elle remarqua son téléphone s'allumer sur le comptoir. Un message d'aperçu apparut brièvement avant de disparaître. « As-tu déjà déplacé les fichiers? » Elle ne toucha pas le téléphone. Elle ne réagit pas. Mais le timing comptait. Cette nuit-là, elle envoya un message à son avocat. Ils deviennent nerveux. La réponse vint rapidement. « Bien. » Laisse-les. Le lendemain matin, son mari tenta une nouvelle approche. Il lui envoya une proposition de règlement préliminaire. Généreuse en surface, restrictive en dessous, elle offrait des fonds immédiats en échange d'un silence à long terme et de concessions sur les revenus futurs. C'était un piège. Elle l'examina attentivement, puis la refusa par l'intermédiaire de son avocat avec une seule phrase. La proposition ne reflète pas une divulgation complète. Sa réponse fut rapide et en colère. « Tu traînes ça en longueur, accusa-t-il lors d'un appel. Pour quelle fierté pour la vérité, dit-elle. Tu vas tout détruire. Elle fit une pause. Tu as déjà essayé. Il y eut un silence au bout du fil. Cet après-midi-là, son avocat déposa une demande de découverte étroitement ciblée, précise, inévitable. Elle demanda les communications entre son mari et la consultante concernant la restructuration des actifs, l'équivalent légal d'allumer une lumière. La réponse de son mari fut retardée. Trop retardée. Quand elle arriva, ce fut une diversion, revendication de privilèges, portée non pertinente, charge administrative. Le juge fut en désaccord. Une ordonnance fut émise pour produire les dossiers. En lisant la notification, elle ne ressentit aucun triomphe, seulement de la résolution. Parce qu'une fois ces communications révélées, l'histoire ne serait plus celle d'un mariage qui échoue. Elle serait celle d'un plan exposé. Elle ferma son ordinateur portable et entra dans la chambre de son fils.
Il dormait, son visage paisible, inconscient de la machinerie qui tournait autour de lui. Elle ajusta la couverture et murmura une promesse qu'il n'entendrait jamais. Cela finirait. Non pas bruyamment, non pas cruellement, mais complètement. Les documents devaient être rendus dans 7 jours. 7 jours étaient une éternité pour quelqu'un qui croyait que le contrôle venait de la vitesse. Son mari réagit exactement comme elle l'avait prédit, en essayant de provoquer une erreur. La première tentative fut subtile. Un coursier arriva avec des fleurs et une note manuscrite s'excusant pour tout ce qui était allé trop loin. La carte faisait référence à des souvenirs assez réels pour adoucir quiconque voulait la paix plus que la vérité. Elle accepta la livraison poliment, puis photographia la note et la plaça dans ses dossiers sans répondre. La deuxième tentative fut plus bruyante. Il rentra tôt un après-midi avec un thérapeute qu'il prétendait avoir été recommandé par des amis. Pas de discussion préalable, pas de consentement, juste une préoccupation soigneusement mise en scène. Je pensais que ça aiderait, dit-il, voix douce, yeux vigilants. Tu as été sous tellement de stress, elle n'éleva pas la voix. Elle ne refusa pas. Je suis heureuse de parler avec un professionnel agréé, dit-elle d'un ton égal. Après que mon avocat ait examiné leurs qualifications et que nous ayons planifié cela correctement, le thérapeute se déplaça inconfortablement. La mâchoire de son mari se serra. Ce soir-là, elle reçut un email confirmant une évaluation psychiatrique qu'elle n'avait jamais demandée à nouveau, organisée par l'intermédiaire du conseiller de son mari. Le schéma n'était plus ambigu. Elle le transmit à son avocat avec une seule ligne, « Escalade confirmée ». La réponse vint rapidement. « Nous bougeons maintenant, mais proprement ». La troisième tentative fut imprudente. Lors d'un échange enregistré sur les horaires scolaires, son mari perdit patience. « Tu ne penses pas clairement, claqua-t-il. Tout le monde le voit. »« S'il te plaît, ne me parle pas comme ça, » répondit-elle calmement. « Tu as besoin d'aide, » continua-t-il. « Avant de blesser notre fils avec ton instabilité, cette phrase comptait. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était un positionnement. » Dans l'heure, son avocat déposa une motion supplémentaire décrivant un schéma de contrôle coercitif et de tentative de manipulation médicale. Pas de drame, pas d'adjectif, juste une chronologie étayée par des emails, des messages et des confirmations de tiers. Le tribunal programma une audience accélérée. Son mari ne s'y attendait pas. Dans les jours qui précédèrent, son comportement changea à nouveau, cette fois vers la provocation. Il critiquait ses choix devant leur fils. Il éleva la voix juste assez pour tester les limites. Il lui suggéra de faire ses valises et de s'éclaircir les idées. Elle refusa d'engager. Au lieu de cela, elle suivit le protocole. Elle répondit uniquement par écrit. Elle s'assura qu'une tierce partie neutre était présente lors des échanges. Elle quitta les pièces lorsque les conversations devenaient hostiles. Chaque action lui refusait la réaction dont il avait besoin pour construire un dossier. Pendant ce temps, l'expert comptable judiciaire livra une analyse préliminaire des communications demandées par le tribunal. Bien que non encore complètes, les premières conclusions étaient révélatrices. Des emails de fin de soirée, dirigeant les mouvements d'actifs, des instructions formulées comme des hypothèses, des confirmations suivies de suppressions. L'intention émergeait. L'audience elle-même fut brève et chirurgicale. Son avocat parla en premier, décrivant la préoccupation sans accusation. Tentative d'isoler les finances de contrôle et de la qualifier préventivement d'instable. Le juge écouta attentivement, puis se tourna vers le conseiller de son mari. La défense argua d'un malentendu, de stress, de conflit conjugal. La réponse du juge fut mesurée. Un conflit ne justifie pas des actions médicales unilatérales ou une coercition financière. Une ordonnance provisoire fut émise. Aucune évaluation sans consentement mutuel, aucun changement d'accès, aucune discussion de garde avec l'enfant, et toute communication par l'intermédiaire du conseiller. L'équilibre changea non pas de manière spectaculaire, mais décisive.
En dehors de la salle d'audience, son mari ne l'approcha pas. Il parla à son avocate, un chuchotement serré, sa confiance visiblement érodée. Cette nuit-là, elle dormit pour la première fois depuis des semaines sans se réveiller à chaque bruit. La phase suivante commença tranquillement. Son avocat lui conseilla de se préparer à des représailles, non pas par les tribunaux, mais par la réputation. Quand le contrôle du processus est perdu, dit-il, le contrôle de la perception devient l'arme. Il avait raison. En quelques jours, des connaissances la contactèrent avec une préoccupation soigneusement formulée. Des rumeurs circulèrent sur son état émotionnel. Les invitations cessèrent d'arriver. Les conversations se terminèrent rapidement. Elle ne les contredit pas. Elle documenta. En même temps, la date limite de la découverte approchait. Le conseil de son mari demanda des prolongations, citant des retards techniques. Le juge accorda une prolongation limitée, sans tolérance pour les omissions. Le 6e jour, les fichiers arrivèrent. Des milliers de pages d'emails, de pièces jointes, d'agendas. Elle ne les lut pas seule. Son équipe travailla par équipe, isolant les échanges clés. Des schémas se répétèrent. Directives émises par son mari. Confirmation envoyée par la consultante. Exécution financière dans les jours suivants. Un email se démarqua. Il était court, insouciant et définitif. Nous devons déplacer cela avant qu'elle ne le remarque. Gérez-le de la même manière que la dernière fois. Il n'y avait aucune ambiguïté. L'horodatage s'alignait avec le gala, le reçu de l'hôtel, la carte clé. Tout était lié. Son avocat sourit une fois. C'est l'intention. Mais l'intention seule ne suffisait pas. Ils avaient besoin de conséquences. Avant qu'ils ne puissent déposer la prochaine motion, son mari fit une dernière tentative, la plus dangereuse. Il arriva à l'école sans préavis et tenta de récupérer leur fils plus tôt, prétextant une urgence familiale. Le bureau suivit le protocole et l'appela. Elle arriva en quelques minutes, calme mais résolue. « Ce n'est pas approuvé, » dit-elle, gardant sa voix stable. « Tout changement passe par le conseil. » Le masque de son mari glissa. « Tu fais ça exprès, » siffla-t-il juste assez fort pour que l'administrateur l'entende. « Tu veux me faire passer pour le méchant. »« Tu le fais toi-même, » répondit-elle. L'école documenta l'incident, un autre dossier, une autre ligne. Cette nuit-là, elle s'assit à son bureau et examina les preuves une dernière fois. L'argent, la manipulation, la tentative de la déstabiliser n'étaient plus seulement une affaire civile. Son avocat fut d'accord. « Nous pouvons garder cela au tribunal de la famille, dit-il, ou nous pouvons référer des conclusions spécifiques pour un examen de faute financière. » Elle n'hésita pas. « Nous faisons ce qui est légal. » Le renvoi fut soumis le lendemain matin. Son mari l'apprit en quelques heures. Il l'appela à plusieurs reprises, laissa des messages, s'excusa, menaça, promit. Elle ne répondit pas parce qu'elle comprenait maintenant quelque chose avec une clarté absolue. L'homme qu'elle avait épousé croyait que le contrôle était son droit. Il avait confondu son silence avec de la faiblesse et sa patience avec de la peur. Il ne s'était jamais préparé à une résistance construite sur la structure. Alors que l'enquête s'ouvrait et que les ordonnances du tribunal se solidifiaient, elle ne ressentit aucune envie de célébrer. Seulement le soulagement que le sol sous elle ne bougeait plus. Elle se tenait devant la porte de la chambre de son fils ce soir-là, le regardant dormir, son visage détendu et insouciant. C'est pourquoi elle avait agi avec prudence. C'est pourquoi elle ne s'était pas précipitée. Le piège ne s'était pas refermé brusquement. Il s'était refermé lentement, légalement, tranquillement et sans aucune échappatoire. L'enquête ne s'annonça pas d'elle-même. Il n'y eut pas de lumière clignotante, pas de convocation spectaculaire. Juste des requêtes formelles, discrètes, inévitables, envoyées aux banques, des enquêtes acheminées par les services de conformité, des questions formulées comme de la routine. Son mari reconnut le changement immédiatement. Le contrôle, une fois perdu, se fait sentir avant d'être prouvé. Il cessa d'appeler. Puis il recommença, mesuré cette fois, prudent.
Nous devrions parler, dit-il dans un message vocal qui sonnait répété, en privé. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se concentra sur le renforcement de ce qui importait le plus. Son avocat conseilla un recalibrage. Maintenant, nous consolidons, dit-il. Pas de nouveaux terrains. Nous approfondissons ce qui est déjà établi. L'expert comptable judiciaire élargit le champ d'application. Ce qui avait commencé comme un traçage des actifs matrimoniaux s'étendit à un schéma qui dépassait leur mariage. La société Écran avait été utilisée auparavant, non pas avec elle, mais avec d'autres investisseurs, d'autres fiducies. La femme, la consultante, était la constante. Son rôle s'affinait à chaque document examiné. Elle avait rédigé des chronologies, coordonné avec des entreprises externes, programmé des réunions qui coïncidaient avec des moments de pression domestique. Elle n'était pas un accessoire, elle était une infrastructure. Pourtant, la stratégie resta patiente. Les accusations viendraient plus tard. Pour l'instant, tout restait procédural. À la maison, son mari changea à nouveau. Il devint poli, détaché, presque courtois. Il cessa de discuter et commença à observer, à regarder ses routines, à écouter sans parler, à poser des questions qui semblaient inoffensives. Elle ne l'était pas. « Tu vois beaucoup d'avocats », remarqua-t-il un matin. Elle sirota son café. « Je suis le processus. Pendant combien de temps? Aussi longtemps que nécessaire. » Il hocha la tête comme s'il acceptait quelque chose qu'il ne pouvait pas changer. Ce soir-là, il prépara le dîner pour la première fois depuis des mois. Il aida leur fils à faire ses devoirs. Il rit d'une blague qu'elle n'entendit pas. La performance était soignée. Elle la documenta quand même parce que les schémas comptent, pas les moments. Le développement suivant vint d'une source inattendue. Son avocat transmet un email du conseil adverse demandant une conférence de règlement. Le ton était différent maintenant, moins combatif, plus conciliant. Ils veulent négocier, dit l'avocat, ce qui signifie qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'aiment pas. Elle y réfléchit. Nous sommes d'accord, mais nous ne concédons rien. La conférence fut programmée pour la semaine suivante. Pendant ce temps, elle fit un pas calculé qu'elle avait reporté. Elle contacta une ancienne collègue de son mari, quelqu'un qui était parti dans des circonstances discrètes, il y a des années. Le message était bref et factuel. Pas d'accusation, pas de contexte. J'examine des transactions historiques liées à une entreprise avec laquelle vous avez travaillé. Votre perspicacité pourrait être utile. Ceci est confidentiel. La réponse vint le lendemain. Je me demandais quand quelqu'un demanderait. Ils se rencontrèrent dans un espace neutre pendant la journée avec son avocat en attente. L'homme parla prudemment au début, puis plus librement. Il confirma ce qu'elle soupçonnait. Son mari avait un historique de manœuvres financières agressives, brouillant souvent les limites éthiques. Quand il était contesté, il isolait les contestataires, recadrait les récits et passait à autre chose. Il n'aime pas être interrogé, dit l'homme, surtout par les femmes. Elle hocha la tête une fois, aucune surprise, seulement une confirmation. L'homme offrit également quelque chose de plus précieux qu'une opinion. Des dossiers non complets, mais suffisants pour démontrer la répétition. Cela transforma l'affaire. Ce qui avait été présenté comme un litige conjugal portait maintenant les contours d'un schéma comportemental. Les tribunaux y prêtaient attention. Les enquêteurs aussi. La conférence de règlement arriva. Son mari entra dans la pièce avec son avocat et s'assit en face d'elle sans la regarder. Il avait l'air fatigué, contrôlé, mais plus mince, aiguisé par le stress. Son avocat parla le premier. « Notre client est intéressé par une résolution efficace », répondit calmement son avocat. L'efficacité exige la divulgation. Des documents furent échangés, des résumés présentés, des questions posées. Quand le nom de la consultante apparut à l'écran, son mari bougea sur sa chaise. « Elle a été retenue professionnellement », dit rapidement son avocat. « Par les deux parties », demanda son avocat. Silence. La réunion se termina sans accord. Dehors, son mari la regarda enfin. «
Tu apprécies ça, dit-il doucement. Non, répondit-elle, je suis en train de le finir. Cette nuit-là, l'enquête s'élargit. Le responsable de la conformité de l'une des banques signala des irrégularités au-delà de leur compte joint. Des dossiers supplémentaires furent demandés. Les transactions de la société Écran furent gelées en attendant un examen. La femme, en tant que collaboratrice, se tut. Ses comptes de médias sociaux disparurent. Son email rebondit. Ce silence était révélateur. Son avocat lui déconseilla tout contact direct. Laissez la pression faire son travail, dit-il. À la maison, l'atmosphère devint caissante. Son mari cessa de faire semblant. Sa patience s'évapora. Il la critiqua en phrases coupées. Il l'accusa de sabotage, d'amertume, d'entraîner leur enfant dans des conflits d'adultes. Elle ne se défendit pas. Elle suivit l'ordre, toute communication par l'intermédiaire de l'avocat. Un soir, il le brisa. « Tu penses avoir gagné, dit-il, debout dans l'embrasure de la cuisine. Mais tu ne sais pas à quel point ça peut devenir laid. » Elle soutint son regard. « Je sais exactement à quel point c'était déjà laid. » Il rit durement. « Tu perdras tout si tu continues à pousser. » « J'ai déjà perdu ce dont j'avais besoin, dit-elle. Ce qui reste est protégé. » C'est alors qu'elle vit la peur sous la colère. La peur change les gens. Le mouvement suivant ne vint pas de lui, mais de la consultante. Une demande formelle d'immunité en échange de coopération fut déposée par son propre avocat. La femme cédait. Son avocat l'appela immédiatement. « Si cela aboutit, nous aurons un témoignage sous serment le liant directement à la planification d'une exécution. » Elle ferma brièvement les yeux, non pas en signe de triomphe, mais de finalité. « Procédez, dit-elle. Quelques jours plus tard, l'affidavit arriva. Il était détaillé, précis, accablant. Email, instructions, réunions, intentions. La femme ne se présenta pas comme innocente, mais elle le présenta comme l'architecte. Avec cela, l'équilibre bascula définitivement. Son avocat prépara le prochain dépôt, une motion complète décrivant la faute financière, le contrôle coercitif et la tromperie coordonnée. C'était plus long que tout ce qu'ils avaient soumis auparavant. Cela ne demandait pas de sympathie. Cela demandait des responsabilités. Quand son mari le reçut, il ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit sa valise et quitta la maison sans explication. Elle documenta son départ. Ce soir-là, elle s'assit avec son fils sur le canapé, lisant tranquillement. La maison se sentait différente maintenant, non pas vide, mais stable. Il se pencha contre elle et demanda « Papa est-il fâché contre toi ?» Elle choisit ses mots avec soin. « Papa fait face aux conséquences. Est-ce que nous allons bien ?» demanda-t-il. Elle embrassa le dessus de sa tête. « Nous sommes en sécurité. » Et pour la première fois, les mots semblèrent complets. La phase suivante serait publique, non pas en spectacle, mais en dossier. Parce qu'une fois les schémas prouvés et les témoins parlent, le silence n'est plus une protection. Il devient une preuve. Le tribunal n'agit pas rapidement, mais délibérément. Cette distinction comptait. Son avocat la prévint de ne pas s'attendre à des feux d'artifice. Ce que vous verrez à la place, dit-il, c'est la gravité. Une fois que le dossier se serait épaissi, l'élan emporterait tout sans émotion. L'affidavit de la consultante changea la température de l'affaire du jour au lendemain. Ce qui avait été autrefois argué comme une interprétation était maintenant documenté comme une coordination. Les chronologies s'alignaient, les instructions correspondaient aux résultats. La société Écran n'était plus théorique. Elle était opérationnelle, intentionnelle et traçable. L'équipe juridique de son mari demanda du temps. Du temps, elle le comprit, qui n'était plus de leur côté. Pendant la période d'attente, elle se concentra sur la stabilisation. Elle ne força pas. Elle ne réagit pas. Elle laissa le processus agir. Le tribunal ordonna une découverte élargie. Plus de dossiers, une portée plus large, la conformité de tiers. Les banques répondirent d'abord, puis les registres des entreprises. Puis une demande discrète mais significative arriva d'une unité de révision réglementaire. Un langage routinier masquant un examen sérieux.
L'avocat de son mari appela le sien tard ce soir-là. Il pose des questions en dehors du divorce. Il dit que c'était inévitable. Son avocat répondit calmement. À la maison, l'absence devint permanente. Son mari ne revint pas, ses vêtements restèrent intacts. Son silence devint plus lourd que sa présence ne l'avait jamais été. Il ne communiquait plus que par l'intermédiaire de son avocat maintenant, et même cela était passé d'assertif à prudent. La prochaine audience se concentra sur les finances, non pas les sentiments, non pas le mariage, les chiffres. Le juge posa des questions directes. D'où provenaient les fonds? Qui a autorisé les transferts? Pourquoi les actifs conjoints ont-ils été redirigés sans consentement? L'avocat de son mari tenta une explication, délégation, surveillance, confiance envers les conseillers. Le juge écouta, puis se tourna vers les preuves. Les emails contredisaient le récit. Les instructions étaient explicites. Les dates s'alignaient trop parfaitement pour être ignorées. Une décision temporaire suivie, surveillance financière renforcée, contrôle indépendant et préservation des actifs en attendant le jugement final. Le contrôle n'était plus présumé. Il était réglementé. En dehors de la salle d'audience, son avocat parla doucement. Cela réduit ses options. Elle hocha la tête. Bien. La femme, la consultante, entra officiellement en coopération quelques jours plus tard. Son témoignage fut programmé sous scellé. Sa déclaration n'était pas émotionnelle. Elle était professionnelle. Elle décrivit des réunions où la stratégie était discutée ouvertement, où le statut marital était traité comme un obstacle à gérer, où la pression à la maison était synchronisée avec le mouvement des actifs. Il croyait que la vitesse le protégerait, dit-elle. Il croyait qu'elle ne comprendrait pas la structure. Les mots atterrirent avec précision. Pendant ce temps, son fils s'adaptait. Les enfants ressentent des changements bien avant que les adultes ne les nomment. Il posait moins de questions, dormait plus facilement, riait sans vérifier son visage d'abord. La sécurité fait ça. Elle maintenait la routine. École, devoir, dîner à la même heure chaque soir. La prévisibilité était sa rébellion tranquille contre le chaos. Un après-midi, elle reçut un message de son mari, son premier contact direct depuis des semaines. Nous devrions parler pour notre fils. Elle le transmet à son avocat. La réponse fut immédiate. Ne pas s'engager. Son mari essaya de nouveau, cette fois par l'intermédiaire d'une connaissance commune, puis par la famille. Chaque tentative fut documentée, refusée et ajoutée au dossier. La conférence de règlement fut reportée. Cette fois, le ton était différent. L'avocat de son mari ouvrit avec une offre qui reflétait la réalité, non la fantaisie. La division des actifs était conforme aux preuves. Les conditions de garde respectaient les ordonnances existantes. Les clauses de silence étaient notablement absentes. Son avocat l'examina attentivement. « C'est un début, dit-il, pas une fin. » Elle accepta de poursuivre les discussions, mais seulement avec une transparence totale. En parallèle, l'enquête réglementaire s'approfondit. Les questions s'étendirent au-delà des actifs matrimoniaux pour inclure des transactions antérieures. Des schémas se répétèrent. L'affaire prit de l'ampleur. Le monde de son mari commença à se contracter. Les partenaires se distancèrent. Les invitations cessèrent. Son nom disparut d'une prochaine annonce du conseil d'administration. La réputation ne s'effondre pas bruyamment. Elle s'érode. Un soir, en examinant des documents, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Une clause enfouie profondément dans un ancien accord de fiducie qu'elle avait signé il y a des années sans fanfare était une disposition de contingence. Si des actifs étaient restructurés sans consentement mutuel dans des circonstances trompeuses, le contrôle revenait au contributeur original, elle. Elle l'apporta immédiatement à son avocat. Il le lut 2 fois, puis sourit. C'est le levier. Ils déposèrent une motion ciblée citant la clause, étayée par l'affidavit de la consultante et la trace financière. Ce n'était pas agressif, c'était précis. La réponse vint quelques jours plus tard. Le juge statua en sa faveur sur ce point.
Le contrôle d'un actif clé lui fut rendu en attendant la résolution finale. Ce n'était pas tout, mais c'était suffisant. Son mari réagit avec incrédulité. Son avocat demanda un réexamen, refusé. Le déséquilibre des pouvoirs, celui sur lequel il s'était appuyé depuis le début, avait disparu. Cette nuit-là, elle s'assit seule à la table de la cuisine et s'accorda un moment pour respirer. Pas de soulagement, de reconnaissance. Elle n'avait pas crié. Elle ne l'avait pas exposé publiquement. Elle n'avait pas mendié de compréhension. Elle avait documenté, elle avait préparé, elle avait attendu. Et maintenant, le système faisait exactement ce pourquoi il avait été conçu quand quelqu'un savait comment l'utiliser. Son téléphone vibra. Un message de son avocat. Nous approchons du point final. Restez stable. Elle éteignit la lumière et marcha dans le couloir jusqu'à la chambre de son fils. Il dormait sur le côté, serrant un livre, paisible. Elle ajusta la couverture et murmura une promesse qu'il n'entendrait jamais. Cela finirait. Non pas bruyamment, non pas cruellement, mais complètement. Le dépôt qui suivit ne fut pas dramatique. Il fut dévastateur. Son avocat le titra simplement « Motion pour une révision financière complète et des garanties de garde ». Pas d'adjectifs, pas d'accusations en gras, juste des faits organisés si clairement que le déni lui-même semblerait déraisonnable. Le tribunal programma une audience complète. Cette fois, ce n'était pas une escarmouche, c'était un règlement de compte. Dans les jours qui précédèrent, son mari tenta une nouvelle tactique, la vitesse. Il déposa d'abord le divorce, espérant recadrer l'affaire comme une rupture matrimoniale standard plutôt qu'un stratagème coordonné. La pétition le dépeignait comme coopératif, épuisé et désireux d'avancer paisiblement. Cela aurait pu marcher il y a des mois. Maintenant, cela semblait stratégique. Sa réponse fut déposée en quelques heures. Elle faisait référence au dossier existant, à l'examen financier en cours et à l'enquête réglementaire active. Elle demandait la consolidation plutôt que la séparation des problèmes. Le juge fut d'accord. L'audience s'ouvrit sur des chiffres, non pas des émotions, non pas des griefs. Solde, date, autorisation. Son mari était assis rigidement à côté de son avocat, les mains trop serrées, les yeux fixés droit devant. Quand on lui demanda d'expliquer le but de la société écran, sa réponse fut polie mais mince. Efficacité opérationnelle, dit-il. Gestion des risques. Le juge se tourna vers les preuves. Les emails contredisaient l'affirmation. Les instructions montraient une urgence liée à un conflit domestique. Les transferts se regroupaient autour de moments de pression. Quand l'affidavit de la consultante fut introduit, la salle d'audience se déplaça. Son témoignage fut lu au procès paragraphe par paragraphe. Calme, professionnel, précis. Elle n'avait pas été séduite dans un stratagème. Elle avait été embauchée. Le juge posa une question qui changea tout. Le consentement marital fut-il discuté? La réponse fut simple. Non. La décision qui suivit fut étroite mais puissante. Autorité de garde temporaire affirmée pour elle, surveillance renforcée étendue et une directive émise pour préserver tous les actifs en attendant la décision finale. Toute tentative de contournement entraînerait des pénalités. Le contrôle, une fois supposé, était maintenant conditionnel. En dehors de la salle d'audience, les journalistes attendaient, mais elle ne s'arrêta pas. Elle passa devant eux, posture, yeux fixes vers l'avant. Il n'y aurait pas de performance publique. Son mari ne suivit pas. Cet après-midi-là, son avocat appela avec une mise à jour. Le conseil adverse demande une autre conférence de règlement. Dit-il en privé, elle y réfléchit. Nous avons écouté. La conférence fut plus petite cette fois. Pas de posture, pas de théâtralité. Son mari parla une fois. Je veux que ça se termine, dit-il pour notre fils. Elle le regarda fixement. Alors arrête d'essayer de gagner et commence à essayer d'être juste. Il ne dit rien. L'offre sur la table
reflétait le changement. La division des actifs s'alignait avec les preuves. Les termes de garde respectaient la stabilité. Aucune tentative de la faire taire ou de restreindre son travail futur. Ce n'était pas généreux, c'était réaliste. Son avocat conseilla la patience. Laissez le processus finir de se resserrer. Il a dit qu'il s'adaptait encore aux conséquences. L'ajustement était visible. Les communications de son mari ralentirent. Son ton s'aplatit. La confiance qui remplissait autrefois chaque pièce avait disparu, remplacée par le calcul et la fatigue. Pendant ce temps, l'enquête réglementaire s'intensifia. Un avis formel fut émis demandant des entretiens liés à l'activité de la société Écran. Ce n'était pas une accusation, mais ce n'était pas rien. L'avocat de son mari demanda des reports, refusés. Un soir, elle reçut un appel d'une connaissance commune, quelqu'un qui avait autrefois admiré son mari ouvertement. « Je ne savais pas », dit la femme tranquillement à propos de l'argent, de la façon dont il gérait les choses. Elle la remercia et termina l'appel. La réputation ne s'effondre pas d'un coup. Elle se fracture le long des lignes de la vérité. À la maison, la vie se stabilisa davantage. Son fils s'installa dans la routine avec facilité. Les cauchemars cessèrent. Les questions devinrent plus simples. Sur les devoirs, sur les amis, sur les projets de week-end. La sécurité était devenue normale. Le coup final ne vint pas du tribunal, mais d'un document. L'expert comptable judiciaire livra un rapport supplémentaire reliant son mari à un précédent règlement non divulgué impliquant une manipulation d'actifs similaire des années plus tôt. Il n'avait jamais atteint le tribunal, mais il avait laissé une trace. Schéma confirmé. Son avocat l'examina et dit un mot décisif. Ils le déposèrent. La réponse fut le silence. Puis, quelques jours plus tard, un email arriva de l'avocat de son mari. Notre client est prêt à finaliser selon vos conditions. L'audience prévue pour la semaine suivante devint une formalité. Le juge examina le dossier, les accords, les garanties, des questions furent posées, des réponses données, puis le jugement fut prononcé. Garde confirmée, actifs divisés équitablement, dispositions de surveillance incluses, mécanisme d'exécution clair. Le mariage se termina non par un scandale, mais par une structure. En dehors de la salle d'audience, son mari resta seul. Il ne l'approcha pas. Il ne parla pas. Elle hocha la tête une fois à personne en particulier et partit. Cette nuit-là, elle s'assit à son bureau et ferma le dernier dossier ouvert. Le processus qui avait consumé ses pensées pendant des mois était enfin maîtrisé. Pas effacé, maîtrisé. Elle entra dans la chambre de son fils et le regarda dormir, paisible et sans fardeau. C'était la victoire qui importait. Pas l'exposition, pas l'humiliation, la stabilité. Et en éteignant la lumière, elle comprit quelque chose qu'elle n'avait pas compris auparavant. La justice n'arrive pas toujours bruyamment. Parfois, elle arrive comme une permission silencieuse d'aller de l'avant. La décision a clos le mariage, mais n'a pas clos l'affaire. Cette distinction est devenue claire en quelques jours. Alors que le dossier du tribunal de la famille était scellé et réglé, le dossier financier qu'il avait généré a continué à être transmis, référencé et discrètement élargi par des agences qui n'opéraient pas sur l'émotion ou le compromis. Ce qui avait été une faute conjugale existait maintenant comme un dossier structuré de transactions en intention et en répétition. Son avocat l'a expliqué clairement. Le tribunal de la famille a mis fin à la relation. L'examen de conformité déterminera les conséquences. Elle a hoché la tête. Elle ne s'était jamais attendue à autre chose. La première demande d'entretien formel est arrivée la semaine suivante, non adressée à son mari, mais aux dirigeants enregistrés de la société Écran. La consultante est apparue en premier. Sa coopération s'est poursuivie, détaillée et cohérente. Les dates correspondaient aux documents, les déclarations correspondaient aux emails. Le système a remarqué. Son mari était le suivant. Il a demandé une représentation, puis un délai, puis un autre. Aucun n'a été accordé. À la maison, elle s'est concentrée sur la reconstruction, pas sur la vengeance, pas sur la célébration, la reconstruction.
Elle a examiné ses propres finances avec soin, restructurant les comptes avec transparence et redondance. Elle a accepté la surveillance sans résistance. Elle a accueilli la clarté. La stabilité n'était plus une menace. C'était l'objectif. Son fils est retourné à des activités qu'il avait discrètement abandonnées pendant l'incertitude. Le football le samedi, les cours de piano, les mardis. Son rire venait facilement maintenant, sans retenue. Un après-midi, alors qu'elle attendait devant l'école, une voiture familière s'est garée sur le parking. Son mari est sorti. C'était la première fois qu'elle le voyait sans avocat, ni contexte depuis le jugement. Il avait l'air plus mince, moins sûr de lui. Il s'est approché lentement, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Je ne suis pas ici pour discuter », a-t-il dit. Elle a attendu. « Je ne pensais pas que ça irait aussi loin », a-t-il ajouté. « Je pensais pouvoir régler ça avant que quiconque ne le remarque. » Elle a rencontré son regard calmement. C'est ce que le contrôle dit aux gens. Il a expiré. Je voulais juste protéger ce que j'avais construit. Tu l'as construit avec la tromperie, a-t-elle répondu, et tu as essayé de le protéger en brisant la confiance. Il n'a rien dit. La cloche a sonné. Les enfants sont sortis du bâtiment. Leur fils les a vus et a couru vers elle sans hésitation. Maman, a-t-il dit en souriant. Elle a souri en retour et a pris sa main. Son mari a reculé. C'est à ce moment-là qu'il a compris quelque chose. Il ne s'était pas préparé à la perte, qui ne pouvait être négociée. L'enquête réglementaire a progressé. Les demandes se sont transformées en conclusions. Les conclusions en avis formels. Le conseil de son mari a tenté de recadrer à nouveau, cette fois comme une supervision administrative plutôt que comme une faute. L'argument a échoué. Le dossier était trop clair. Un après-midi, son avocat l'a appelé. Il recommande des sanctions. Il a dit « des sanctions civiles, des conséquences professionnelles ». Elle a fermé les yeux brièvement, non pas de satisfaction, mais de reconnaissance. « De quoi avez-vous besoin de ma part ?» a-t-elle demandé. « Rien », a-t-il répondu. « Vous avez déjà fait votre part. Les sanctions sont arrivées tranquillement. Une amende, une suspension de certains privilèges financiers, des programmes de conformité obligatoires, le genre de conséquences qui ne font pas la une mais remodèrent les carrières. » Son mari a démissionné d'un poste au conseil d'administration la semaine suivante. Aucune annonce, juste une absence. Pendant ce temps, elle a commencé quelque chose de nouveau, non pas un projet public, non pas une déclaration, un projet privé. Elle s'est associée à une organisation à but non lucratif juridique axée sur la littératie financière pour les femmes naviguant dans la séparation. Pas de presse, pas de discours, juste du financement et de la structure. Elle a compris maintenant à quel point la complexité pouvait être facilement transformée en arme et à quel point la clarté pouvait être puissante en retour. Lors du premier atelier auquel elle a assisté anonymement, elle a écouté plus qu'elle n'a parlé. Les histoires faisaient écho à des morceaux de sa propre confusion déguisée en amour, la pression encadrée comme une protection, le silence pris pour de la sécurité. Elle n'a pas interrompu. Elle laisse rester jusqu'à la fin. À la maison ce soir-là, son fils a posé une question qu'elle attendait. « Est-ce que c'est fini maintenant ?» a-t-il demandé. Elle a réfléchi attentivement. « Nous avons fini d'être contrôlés », a-t-elle dit. « Nous n'avons pas fini de grandir. » Il a réfléchi à cela, puis a hoché la tête. « J'aime grandir. » Elle aussi. Des mois passèrent, l'affaire disparut des conversations. Son nom réapparut dans les espèces professionnelles, non pas liées au scandale, mais à la compétence. Les invitations revinrent. Pas de tout le monde, mais de ceux qui comptaient. Son mari ne la contacta plus. La dernière nouvelle qu'elle eut, c'est qu'il se reconstruisait aussi tranquillement, prudemment, sous surveillance. Il ne pouvait plus échapper. Un soir, alors qu'elle rangeait de vieux dossiers, elle trouva la petite carte-clé d'hôtel blanche glissée à l'intérieur d'un dossier. Elle la tint un instant, puis la plaça dans le destructeur sans hésitation. Elle avait rempli son rôle.
Le passé n'avait pas besoin d'artefacts, seulement de leçons. Elle se tenait à la fenêtre, regardant son fils jouer dans la cour, les rires montant facilement dans l'air du soir. La maison semblait stable, pas parfaite, mais enracinée. C'était la victoire qu'elle avait voulu depuis le début. Non pas être crue, non pas être vengée, mais être libre. La liberté, elle l'a appris, n'arrive pas d'un coup. Elle se déroule par étapes, chacune plus silencieuse que la précédente. Avec les sanctions en place et l'examen réglementaire approchant de sa conclusion, le bruit entourant son mari s'est finalement dissipé. Plus d'emails urgents, plus de manœuvres légales déguisées en préoccupations. La pression constante qui avait autrefois façonné ses journées s'est levée, laissant derrière elle un calme étrange et inconnu. Mais le calme ne signifiait pas la complaisance. Son avocat lui a rappelé la phase finale. Le système est en train de se calmer, a-t-il dit, mais c'est à ce moment-là que les détails non résolus comptent le plus. Elle a compris. Le dernier élément non résolu était la garde. Non pas la décision légale qui avait déjà été confirmée, confirmée, mais la structure à long terme. La stabilité exigeait plus qu'une décision. Elle exigeait un plan capable de résister au stress futur. Elle a demandé une dernière conférence parentale. Le conseil de son mari a accepté rapidement. La réunion a été brève et factuelle. Pas d'histoire, pas de blâme. Les horaires ont été définis, les limites clarifiées, les canaux de communication restreints aux plateformes écrites avec des dossiers clairs, des dispositions ajoutées pour protéger leurs fils des disputes d'adultes, explicites, exécutoires non négociables. Lorsque l'accord a été signé, son mari a hésité avant de poser son stylo. Cela n'était pas censé arriver, a-t-il dit doucement. Elle n'a pas répondu. Parce que certaines réalisations ne sont pas destinées à être répondues, seulement absorbées. L'accord a été inscrit au dossier. Fermé. À la maison, elle a de nouveau changé de cap, cette fois vers l'intérieur. Pendant des mois, chaque décision avait été réactive, stratégique, nécessaire, contrôlée. Maintenant, elle avait de l'espace pour poser des questions sans conséquences immédiates. Que voulait-elle reconstruire? Non pas ce qu'elle avait besoin de protéger, mais ce qu'elle voulait créer. Elle est retournée travailler progressivement, choisissant des projets qui s'alignaient sur ses valeurs plutôt que sur la visibilité. Elle a refusé les opportunités qui lui semblaient superficielles. Elle a accepté celles qui offraient de la substance. Sa réputation a suivi. Les gens ont remarqué sa clarté, ses limites, son refus d'être pressé. La force sans spectacle attire l'attention discrètement. Un après-midi, elle a reçu un email d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Le message était bref. On m'a dit que vous pourriez comprendre. Je traverse quelque chose de similaire. Je n'ai pas besoin de détails, juste d'une direction. Elle a transmis le message à l'organisation à but non lucratif qu'elle soutenait avec une note. S'il vous plaît, contactez-les. Elle ne s'est pas insérée. L'autonomisation, elle l'avait appris, n'exige pas la proximité. Elle exige l'accès. Pendant ce temps, l'avis réglementaire final est arrivé. L'enquête a conclu avec des constatations formelles de faute financière, des exigences de redressement et une surveillance prolongée. Le langage était précis et retenu, conçu pour corriger le comportement, non pour détruire des vies. Son mari a accepté les termes. Pas d'appel, pas de contestation. L'affaire a été classée. Lorsque son avocat a appelé pour confirmer, sa voix portait une note de finalité. Ce chapitre est terminé, a-t-il dit. Elle l'a remercié et a gardé le silence un long moment après la fin de l'appel. Les fins, elle l'avait appris, sont rarement dramatiques. Elles sont administratives, procédurales, presque anticlimatiques. Et c'était un soulagement. La seule décision restante était symbolique. Elle avait gardé la maison inchangée depuis la séparation, non par sentiment, mais par pragmatisme. La stabilité pour son fils importait. Mais maintenant, la question se posait naturellement. Rester ou avancer physiquement, aussi bien qu'émotionnellement.
Elle a choisi d'avancer non pas immédiatement, mais après mûre réflexion. Ils ont visité quelques maisons ensemble. Elle a impliqué son fils dans le processus non pas comme un fardeau, mais comme un participant. Il a posé des questions sur les fenêtres, sur les écoles, sur l'endroit où le soleil entrait l'après-midi. Ils ont choisi un endroit qui semblait ouvert. Le déménagement a été silencieux. Pas d'annonce, pas d'explication. Le passé n'a pas suivi. Dans les semaines qui ont suivi, elle a remarqué un changement en elle-même. Elle riait plus facilement. Elle se reposait sans culpabilité. Elle faisait des plans sans couche de contingence. Elle faisait confiance au sol. Un après-midi, en rangeant les dossiers de la nouvelle maison, elle est tombée sur un dossier mince qu'elle avait manqué. Un double jeu d'anciens relevés bancaires qu'elle avait imprimé au tout début avant de comprendre ce qu'elle découvrait. Elle les a lus une fois, puis elle les a déchiquetés. Non pas par colère, mais par libération. Ce soir-là, son fils a posé une question qu'elle n'avait pas anticipée. « Penses-tu que les gens peuvent changer ?» a-t-il demandé, sans la regarder. Elle a considéré le poids derrière cela. « Oui, a-t-elle dit, mais le changement n'arrive que lorsque les gens arrêtent de se mentir à eux-mêmes. » Il a hoché la tête. « Alors nous allons bien. »« Oui, a-t-elle répondu doucement. « Nous allons bien. » La dernière interaction avec son ex-mari ne vint pas par des mots, mais par l'absence. Un cercle professionnel retira son nom d'une liste qu'elle examinait pour le travail, tranquillement, sans commentaire. Le système s'adapta. Elle aussi. Un soir d'été chaud, près de la fin, elle organisa un petit rassemblement dans la nouvelle maison. Rien de formel, juste des amis, des collègues, des rires. Personne ne parla du passé. Personne n'en eut besoin. Alors que la nuit avançait et que le dernier invité partait, elle se tint dans l'embrasure de la porte et respira le silence, non pas le silence pesant de la peur, mais le calme doux de l'accomplissement. Son fils dormait à l'étage. La maison s'installa autour de lui. Elle comprit alors de quoi le voyage avait vraiment été fait. Non pas de prouver une faute, non pas de récupérer de l'argent, pas même de gagner la garde. Il avait été question de reprendre l'auteur, la capacité de décider ce qui importait, ce qui continuait et ce qui se terminait. Elle éteignit les lumières et monta, fermant la porte sur un chapitre qui n'exigeait plus sa vigilance. L'histoire avait atteint son tour final, non pas avec la punition, mais avec une paix construite sur la structure. L'avenir n'arriva pas comme une récompense. Il arriva comme une responsabilité choisie, acceptée et portée avec intention. Des mois après le déménagement, sa vie s'installa dans un rythme qui semblait gagner plutôt qu'emprunter. Les matins commençaient sans urgence. Les décisions étaient prises sans seconde pensée. Le silence ne signifiait plus le danger. Il signifiait l'espace. Elle remplit cet espace avec soin. Le travail consultatif devint un engagement à long terme. Elle aida à concevoir des cadres de gouvernance qui privilégiaient la transparence sur la loyauté, la documentation sur le charisme. Lorsque la résistance surgissait, comme toujours, elle ne discutait pas. Elle posait des questions, elle demandait des dossiers, elle attendait. La vérité a de la patience. Au sein de l'organisation à but non lucratif, elle approuva un financement pour une expansion dans les zones rurales où l'accès aux ressources juridiques était limité. Le travail était sans glamour. L'impact était mesurable. Les femmes apprirent à lire les états financiers, à poser les bonnes questions, à reconnaître le contrôle avant qu'il ne se durcisse en dépendance. Elle ne raconta jamais son histoire. Elle n'en avait pas besoin. Son fils s'épanouit dans la nouvelle maison. Il se fit facilement des amis. Ses professeurs le décrivirent comme confiant, réfléchi, n'ayant pas peur de s'exprimer. Lorsque des conflits surgissaient, il s'expliquait au lieu de se replier. Un soir après une présentation scolaire, il s'approcha d'elle avec un large sourire. « Je n'étais pas nerveux, dit-il fièrement. Je savais de quoi je parlais. »
Elle sourit. C'est ce qu'on appelle posséder ta voix. Je l'ai appris de toi, et puis... répondit-il. Les mots atterrirent doucement mais profondément. La dernière formalité légale arriva un mardi ordinaire. Une lettre certifiée confirmant que toutes les affaires familiales, financières et réglementaires étaient closes de façon permanente. Plus d'obligations, plus d'examens en attente. Elle la lut une fois, puis la plaça dans un dossier qu'elle étiqueta « résolu ». Non encadré, non sauvegardé numériquement. Résolu. Cette nuit-là, elle prépara le dîner et ouvrit une bouteille de vin qu'elle avait gardée sans savoir pourquoi. Il n'y eut pas de cérémonie, pas de toast, juste la présence. Plus tard, alors qu'elle nettoyait la cuisine, elle remarqua son fils la regardait. « Quoi? » demanda-t-elle. « Tu as l'air calme, dit-il, comme quand tu finis un puzzle. » Elle rit doucement. « C'est exactement ça. » Il hocha la tête. « J'aime les puzzles. » Elle aussi. Des semaines passèrent. Un après-midi, Sunday Martin, midi, en examinant des documents de travail, elle tomba sur un nom familier. Son ex-mari, listé comme ancien dirigeant dans un dossier de divulgation. La notation à côté était brève. Mandat terminé. Pas de commentaires, pas de drame, juste un fait. Elle ne ressentit rien. Ni colère, ni satisfaction, seulement de la distance. Ce fut la vraie fin. Elle comprit maintenant que la justice ne consiste pas toujours à voir quelqu'un tomber. Parfois, il s'agit de s'assurer qu'ils n'ont plus le pouvoir de se relever par la tromperie. Et cela avait été accompli. Un dimanche tranquille, elle et son fils plantèrent un arbre dans le jardin. Il creusa soigneusement, posant des questions sur les racines et la croissance. « Combien de temps avant qu'il soit grand? » demanda-t-il. « Longtemps, dit-elle. Mais c'est le but. » Il tapota fermement la terre. « Alors nous devons en prendre soin. »« Oui, répondit-elle. Nous le faisons. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, elle s'assit sur le porche et réfléchit non pas à ce qu'elle avait perdu, mais à ce qu'elle avait gagné en clarté. Le pouvoir ne vient pas de la domination. Il vient de la préparation. La liberté ne vient pas de la vengeance. Elle vient des limites. Et la guérison ne vient pas de l'oubli. Elle vient de la compréhension et de choisir différemment. Son téléphone vibra avec un message du directeur de l'association à but non lucratif. « Nous avons aidé 3 femmes à déposer une demande de protection cette semaine. Merci de rendre cela possible. » Elle tapa une simple réponse. « Continuez. » Puis elle posa le téléphone. L'histoire qui avait commencé par un murmure s'était terminée non par un cri, mais par une vie reconstruite sur la vérité. Elle se leva, éteignit la lumière du porche et entra, verrouillant la porte derrière elle. Non pas par peur, par habitude, par soin, par choix. Cette histoire nous rappelle que le vrai pouvoir est rarement bruyant. Il ne vient pas de gagner des arguments, d'exposer des secrets ou de faire tomber les autres. Le vrai pouvoir vient de la clarté, du moment où vous cessez de réagir et commencez à choisir. Quand le contrôle se cache derrière l'amour, le silence semble plus sûr que la vérité. Mais le silence ne protège que celui qui en bénéficie. La liberté commence quand vous vous préparez, documentez et faites confiance à votre propre compréhension, même quand personne d'autre ne voit le danger. Pourtant, la justice n'arrive pas toujours avec des applaudissements. Parfois, elle arrive tranquillement dans des routines stables, des enfants protégés, des limites claires et un avenir qui n'est plus bâti sur la peur. Guérir, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, c'est ne plus vivre dedans. Et la plus grande victoire n'est pas la vengeance, mais la capacité d'aller de l'avant avec dignité, sécurité et respect de soi. Si cette histoire vous a ému, partagez vos réflexions dans les commentaires. Quelle partie vous a le plus touché? Votre voix compte ici. Et si vous croyez aux histoires de force, de prise de conscience et de reconstruction de vie après une trahison, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la